Je m'appelle Sylvia, je suis avocate d'affaires à Carlsbad, en Californie. Après un voyage d'affaires d'une semaine en Europe, j'ai récupéré ma fille de 9 ans, Vera. Chez mes parents. Je pensais que tout allait bien. Je lui ai préparé son petit déjeuner, mais elle est restée là à fixer son assiette, en tremblant. Je lui ai demandé, « Pourquoi tu ne manges pas ?» Elle a chuchoté, « Est-ce que je suis punie ?» Puis elle a fondu en larmes. Elle ne voulait pas parler de sa semaine, des règles que mon père avait établies. Ni de la raison pour laquelle elle avait si peur d'une simple tranche de pain grillé. J'ai compris à ce moment-là que le foyer auquel j'avais fait confiance pour protéger ma fille était devenu sa prison. Ce qu'elle a fini par me révéler a bouleversé mon monde et a prouvé que parfois, les personnes qui partagent votre sang sont celles dont il faut s'éloigner le plus vite. Si cette histoire vous parle, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la communauté Revenge Mode et découvrir d'autres histoires vraies de justice et de trahison. Votre soutien m'aide à continuer de partager ces vérités. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu et continuer à regarder pour voir comment je les ai enfin tenus pour responsables. J'ai posé ma tasse de café et je me suis rapproché de ma fille. Pendant des années, j'avais soutenu mes parents financièrement. Je payais leurs factures d'électricité et leur fournissais une carte de crédit complémentaire, exclusivement destinée aux courses et aux fournitures nécessaires pour s'occuper de Vera pendant mon absence. Je leur faisais confiance pour lui offrir un environnement aimant. Mais la scène sous mes yeux suggérait que cette confiance avait été trompée. J'ai gardé une voix calme. J'avais besoin que Vera se sente en sécurité. Alors je me suis agenouillé sur le sol pour croiser son regard. J'ai délicatement remonté les manches longues de son pull. La vue des traces rouges et des hématomes le long de ses bras fins m'a coupé le souffle. J'ai lutté pour maintenir une expression neutre. Je lui ai demandé ce qui s'était passé en faisant preuve de la même patience que lors de dépositions difficiles. Vera a commencé à parler, la voix tremblante. Elle m'a raconté que mon père, Jeffrey, lui avait interdit de monter à l'étage. Elle n'avait pas le droit d'utiliser les pièces à vivre principales de la maison. Chaque nuit, il la forçait à dormir dans un débarras sans fenêtre situé dans le garage. C'était un espace destiné aux outils, pas à une enfant de 9 ans. Elle a décrit le lourd pen dormant à l'extérieur de la porte qu'il verrouillait chaque soir après qu'elle était entrée. Je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas sortie. Et elle m'a expliqué qu'elle avait une peur bleue de l'obscurité et du froid. Puis elle a révélé la suite du cauchemar. Ma mère, Francis, avait cessé de la laisser s'asseoir à la table du dîner. Vera était forcée de manger les restes qui traînaient dans la cuisine après que les adultes avaient fini. Les jours où il n'y avait rien. Il lui donnait des croquettes pour chiens sèches mélangées à de l'eau du robinet. Elle a regardé ses mains, la voix à peine audible. Et a prononcé les mots qui ont brisé mon sang-froid. Grand-père a dit que les enfants adoptés ne devraient pas manger avec la vraie famille. La colère froide qui montait dans ma poitrine était presque paralysante. Mais je savais que je devais rester concentré. J'ai serré Vera dans une étreinte ferme pour la rassurer. Je pouvais sentir son petit corps trembler contre moi. Après quelques minutes, je me suis reculé et je l'ai regardée. Je lui ai expliqué que je devais documenter ce qui s'était passé pour la protéger de quiconque tenterait de lui faire du mal à nouveau. Je lui ai demandé l'autorisation de prendre des photos des bleuets afin que personne ne puisse jamais prétendre qu'elle mentait. Vera a hoché la tête et j'ai utilisé mon téléphone pour capturer chaque angle des blessures, documentant les preuves avec une précision clinique. Une fois que Vera a été baignée et bordée dans mon lit, la maison est devenue silencieuse. Je n'ai pas passé la nuit à pleurer. Je l'ai passée à travailler. Je me suis comporté en avocate, rassemblant des preuves pour une affaire majeure. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à rédiger une chronologie. J'ai recoupé les dates de mes récents voyages d'affaires avec les incidents spécifiques décrits par Vera. J'ai noté chaque règle qu'il lui avait imposée, chaque repas qui lui avait été refusé. Et l'emplacement exact du débarras sans fenêtre où il l'avait emprisonné.
J'ai organisé mes notes dans un dossier structuré en étiquetant clairement chaque preuve. Je n'étais pas seulement une mère qui protégeait son enfant. J'étais une professionnelle du droit en train de construire un dossier irréfutable. Ma colère était désormais un outil aiguisé et ciblé. Lorsque le soleil a commencé à se lever sur Carlsbad, j'avais une feuille de route pour les tenir responsables. J'avais la chronologie, les preuves et la ferme résolution de m'assurer qu'ils n'auraient plus jamais le pouvoir de toucher à ma fille. Dès le lundi matin, je me suis rendu directement dans une clinique pédiatrique du centre-ville de Carlsbad. Le cabinet était calme et le personnel a semblé ressentir l'urgence de mon attitude. Je me suis approché du comptoir et j'ai demandé un examen d'urgence pour Vera. Une fois dans la salle d'examen, j'ai gardé un ton détaché et professionnel. J'ai demandé au médecin de tout documenter. Il a effectué une évaluation approfondie, recherchant des lésions internes, mesurant la taille de chaque bleu sur ses bras et ses jambes, et notant les motifs spécifiques de la décoloration. Il a également réalisé un bilan nutritionnel qui a confirmé les indicateurs physiques de privation alimentaire chronique. Je me tenais près de la porte à le regarder travailler, m'assurant que chaque constatation soit consignée dans un rapport médical officiel. Ce document n'était pas un simple dossier. C'était la base du dossier juridique que je construisais. En quittant la clinique, je suis allé directement à mon bureau. Je suis entré dans le bureau d'Angle où mon associé, Winston, révisait des dossiers. J'ai posé sur son bureau le rapport médical et les photographies que j'avais prises la veille au soir. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai expliqué qu'en raison de la nature personnelle de cette affaire, je ne pouvais pas intervenir en tant qu'avocate principale. J'avais besoin qu'il prenne le relais en tant que représentant légal de Vera afin de maintenir la distance professionnelle nécessaire devant un tribunal. Winston a examiné les preuves, son visage se durcissant à mesure qu'il réalisait la réalité des maltraitances. Il a accepté de prendre la direction du dossier immédiatement, comprenant que cette affaire exigeait une stratégie juridique froide et calculée. Winston a pris son téléphone et a composé le numéro d'Anne, une travailleuse sociale senior des services de protection de l'enfance avec qui nous avions collaboré sur des affaires passées. Il s'est présenté et a soumis les preuves que nous avions rassemblées, le rapport médical, les photographies des blessures et le témoignage chronologique détaillé fourni par Vera. Anne a écouté attentivement, reconnaissant la gravité des faits, en raison de la solidité de la documentation que nous avions fournie. Anne a confirmé qu'il y avait des motifs suffisants et immédiats pour lancer une enquête d'urgence. Elle a déclaré qu'une équipe serait dépêchée au domicile pour assurer la sécurité de l'enfant et sécuriser l'environnement où les maltraitances s'étaient produites. Les mécanismes juridiques et de protection étant désormais enclenchés, je suis retourné à mon bureau pour gérer la dernière étape cruciale. J'ai accédé à mon portail financier sur mon ordinateur portable. En tant que titulaire du compte, j'avais le contrôle total de la carte de crédit complémentaire que j'avais fournie à mes parents pendant des années, destinée aux besoins de Vera et du foyer. Je n'ai pas hésité en naviguant dans les paramètres de sécurité. J'ai sélectionné la carte attribuée à Jeffrey et Francis et j'ai exécuté la commande pour bloquer instantanément toutes les transactions. Le système a affiché une mise à jour, statut du compte désactivé. J'ai fixé l'écran, sachant que cette action supprimerait le levier financier dont ils se servaient pour maintenir leur train de vie. Ils n'auraient plus accès à un seul centime de mon argent. En démantelant leur accès financier, je coupais la ressource principale qu'ils utilisaient pour exercer leur contrôle. J'avais désormais activé tous les mécanismes juridiques et financiers à ma disposition. L'affaire n'était plus un litige familial. C'était une poursuite méthodique et professionnelle de la justice. J'ai gardé mon bureau libéré de tout encombrement personnel et je me suis entièrement concentré sur les étapes suivantes de la procédure judiciaire, sachant que j'avais sécurisé les preuves nécessaires pour démanteler totalement leur défense. Mardi après-midi, l'assistante sociale m'a téléphoné pour m'informer des résultats. Anne a parlé avec une urgence professionnelle qui m'a glacé le sang.
Elle a confirmé qu'elle et 2 agents de police locaux s'étaient rendus à l'improviste au domicile de mes parents. L'environnement qu'ils ont découvert était pire que ce que Vera avait décrit. À l'intérieur du garage indépendant, ils ont identifié un débarras aménagé qui manquait de fenêtres et de ventilation. Les enquêteurs ont trouvé un cadenas lourd installé à l'extérieur de la porte, confirmant qu'il était destiné à maintenir l'occupant enfermé à l'intérieur de cette prison de fortune. Il n'y avait rien d'autre qu'un fin matelas taché qui semblait avoir été jeté des années auparavant. Anne a rapporté que l'affrontement avait été intense. Jeffrey et Francis avaient réagi avec une hostilité immédiate dès que les policiers avaient identifié l'objet de leur visite. Ils ont refusé de laisser entrer les forces de l'ordre, criant d'abord sur les agents et insistant sur le fait qu'ils étaient des citoyens privés qui n'avaient de compte à rendre à personne. Lorsque la police a clarifié qu'elle avait le mandat de protéger la mineure, Jeffrey et Francis ont bloqué l'accès au garage. Ils étaient bruyants et agressifs, refusant de se pousser pendant que les enquêteurs photographiaient les conditions de vie. Leur comportement n'a fait que confirmer aux autorités qu'ils étaient pleinement conscients du caractère illégal de l'environnement qu'ils avaient créé pour ma fille. Je suis restée assise à mon bureau, le poids du rapport pesant enfin sur moi. J'ai fixé le mur vide, le silence du bureau m'écrasant. La prise de conscience que ma propre chair et mon propre sang avaient traité une enfant de cette façon m'a rendu physiquement malade. J'ai baissé la tête dans ma main, luttant pour garder une respiration régulière. Ma meilleure amie, Béatrice, est arrivée à ce moment-là, ayant promis de venir prendre de mes nouvelles. Elle n'a pas offert de banalité vide ou d'optimisme forcé. Elle a simplement posé un sac de nourriture sur mon bureau et a tiré une chaise à côté de la mienne. Elle s'est assise en silence, offrant une présence calme et constante qui m'a permis de reprendre mes esprits sans avoir besoin de tout expliquer. La paix a été interrompue par la vibration incessante de mon téléphone sur le bureau. J'ai ignoré les appels jusqu'à ce que le centre de notification affiche une série d'appels manqués de mon père. J'ai finalement touché l'écran et les transcriptions des messages vocaux ont commencé à s'afficher. Son ton n'était pas celui de l'inquiétude pour Vera. Et il n'a pas non plus mentionné l'arrivée des autorités. Au lieu de cela, il hurlait parce qu'il ne pouvait plus utiliser la carte de crédit au supermarché local. Il exigeait de savoir pourquoi le compte avait été refusé. La voix lourde d'un mélange de confusion et de rage montante. Il a menacé de me le faire regretter, ignorant complètement le fait que sa maison venait d'être perquisitionnée pour mise en danger d'enfants. J'ai supprimé les messages sans les écouter en entier. Béatrice a regardé le téléphone, puis moi. Nous avons toutes les deux compris que ce n'était que le début de leur représailles. En leur coupant l'accès à mon argent, j'avais touché un point sensible qui n'avait rien à voir avec l'affection parentale et tout à voir avec leur propre confort. Je savais qu'ils essaieraient de me contacter directement ou même qu'ils se présenteraient à mon domicile. Je m'attendais à ce qu'ils soient furieux. Mais le manque total de remords pour leurs actes était ce qui me perturbait le plus. Ils ne s'inquiétaient pas pour l'enfant qu'ils avaient blessé. Ils n'étaient préoccupés que par la disparition soudaine de leur train de vie. J'ai effacé les notifications et j'ai retourné le téléphone face contre table, décidant à cet instant précis que je ne céderai plus jamais à leur avidité. Tôt le mercredi soir, quelqu'un a frappé à ma porte d'entrée. Le bruit était agressivement rythmé et résonnait dans l'entrée. J'ai regardé par le Judas pour découvrir Jeffrey et Francis debout sur mon porche. J'ai déverrouillé le pen dormant, avec l'intention de leur parler à travers l'entrebâillement. Mais dès que la porte s'est entr'ouverte, Jeffrey l'a poussée violemment. Ils sont entrés dans mon salon sans invitation. Leurs visages écrevissent d'un mélange explosif de colère et de sentiment de supériorité. Nous sommes venus parler, a déclaré Jeffrey en me dépassant comme si la maison lui appartenait encore. Francis l'a suivi de près, le regard balayant mon logement avec un mélange de rancœur et de jugement. Mon père est immédiatement passé à l'offensive. Il n'a pas demandé comment j'allais, ni ne s'est soucié de la gravité de la situation concernant Vera. Au lieu de cela,
Il s'est mis à faire les 100 pas dans la pièce, exigeant que je retire la plainte officielle que j'avais déposée auprès des services de protection de l'enfance. Il a insisté pour que j'appelle Anne et que je lui dise qu'il s'agissait d'un malentendu. De plus, il a frappé ses mains vides contre ses poches, hurlant que je devais lui rétablir immédiatement l'accès à la carte de crédit. Il a prétendu qu'il n'avait pas d'argent liquide pour faire les courses et que ma décision de bloquer le compte était un acte de cruauté envers mes propres parents. Francis s'est avancée pour appuyer ses exigences. Elle s'est lancée dans une justification glaciale des conditions auxquelles ils avaient soumis ma fille. Ce n'est pas vraiment la famille, a-t-elle déclaré d'une voix dépourvue de toute chaleur. Elle a soutenu que Vera était une étrangère et que je privilégiais une enfant que j'avais choisie d'adopter par rapport aux 2 personnes qui m'avaient élevé. Elle m'a accusé d'être ingrate et a prétendu que je détruisais délibérément notre structure familiale simplement pour leur nuire. Il semblait sincèrement perplexe quant au fait que je valorise le bien-être d'une enfant de 9 ans plus que leur confort et leur autorité. Je n'ai pas levé la voix, ni ne me suis engagé dans le débat chaotique qu'ils essayaient de provoquer. Je suis simplement allé vers la table basse et j'y ai posé une lourde enveloppe. J'ai sorti les tirages haute résolution montrant l'intérieur du débarras dans le garage et la documentation des blessures physiques que Vera avait subies. Je les ai étalées sur la surface en verre. Les photos capturaient la réalité du petit espace sans fenêtre et les traces sur les bras de ma fille avec une clarté saisissante et irréfutable. Je me suis reculé, laissant les preuves visuelles faire le travail que mes mots ne pouvaient pas faire. La pièce a été plongée dans un silence lourd et immédiat. Francis a regardé les photographies, la bouche s'ouvrant et se fermant alors qu'elle luttait pour trouver une justification à ce qu'elle voyait. Jeffrey a fixé les images, le visage pâlissant, mais son arrogance a rapidement repris le dessus. Il a tenté de soutenir que les photos étaient truquées, mais sa voix manquait de conviction. Il avait réalisé que le récit qu'il voulait vendre n'était plus soutenu par la réalité des faits. Je ne les ai pas laissés reprendre leur calme. Je me suis tenu au milieu de la pièce et je leur ai informé qu'ils étaient officiellement en infraction pour violation de propriété privée. Je leur ai dit qu'ils avaient exactement 60 secondes pour quitter les lieux avant que je ne contacte la police pour les faire expulser par la force. J'ai pointé la porte du doigt, leur faisant comprendre que leurs excuses ou leurs tentatives de manipulation ne m'intéressaient pas. Je leur ai donné une carte avec les coordonnées de Winston. Je leur ai dit qu'à partir de ce moment, il leur était interdit de me parler directement. Toute communication ultérieure concernant leurs prétentions ou leur situation financière devrait passer par mon représentant légal. Ils ont été forcés de reculer vers le seuil, murmurant encore des insultes. Mais l'autorité qu'ils exerçaient autrefois sur moi s'était envolée. Je suis resté ferme jusqu'à ce qu'ils regagnent leur véhicule, fermant enfin la porte au nez des personnes qui avaient prouvé que le lien biologique ne signifiait rien face à la sécurité de mon enfant. Au début de la semaine suivante, j'ai reçu une notification du tribunal. Le document juridique était une demande officielle de droit de visite des grands-parents déposée par mes parents. Dans le texte, ils soutenaient qu'en raison de mes déplacements professionnels fréquents, ils avaient fait office de tuteurs principaux pour Vera. Ils prétendaient avoir un lien profond et durable avec l'enfant et m'accusaient explicitement d'avoir manipulé ma fille pour qu'elle mente sur ses conditions de vie afin de tromper le système judiciaire. Leur requête n'était pas une simple demande. C'était une tentative calculée de porter atteinte à mon autorité parentale et de reprendre pied dans ma vie sous couvert de préoccupations pour le bien-être de l'enfant. J'ai immédiatement fait venir Winston dans mon bureau pour décortiquer la demande. Nous savions que contester leurs prétentions nécessitait plus que de simples démentis. Nous devions exposer les motivations profondes de leurs actes. Winston a suggéré de mettre l'accent sur le contraste saisissant entre leurs prétentions d'amour attentif et leur comportement réel. Étant donné que je restais la titulaire principale du compte, j'ai évité le besoin d'une ordonnance du tribunal en demandant directement à la banque un relevé détaillé de l'historique des transactions pour la carte complémentaire que je leur avais fournie.
Les relevés sont arrivés dans les 48 heures, fournissant une chronologie financière claire de leurs activités. L'écart était choquant et impossible à ignorer. Durant la semaine exacte où Vera avait été enfermée dans le garage et forcée de manger des restes, les relevés montraient une utilisation massive et constante de mes fonds dans des magasins de luxe et des spas de haut standing. Ma mère avait dépensé des milliers de dollars pour des articles personnels, donnant clairement la priorité à son propre bien-être pendant que ma fille souffrait de privation calorique. Ce n'était pas le dossier de grands-parents aimants. C'était le reçu d'une exploitation systématique. Les données financières apportaient la preuve définitive que leur prétendue dévotion envers Vera n'était qu'une façade fabriquée pour masquer leur propre cupidité. Pour renforcer notre défense sans dépendre des conversations privées que j'avais eues avec Vera, Winston a contacté la direction de l'école. Nous avons obtenu une attestation sous serment et notariée de l'enseignante principale de Vera. Sa déclaration était d'une précision chirurgicale et foudroyante. Elle a témoigné avoir observé à plusieurs reprises Vera chercher des restes de nourriture dans la cantine de l'école pendant les semaines où j'étais à l'étranger. Elle a ajouté que Vera semblait souvent négligée et présentait des signes d'anxiété extrême dès que le sujet de rentrer chez ses grands-parents était abordé. L'observation objective de cette tierce personne apportait la confirmation indépendante dont nous avions besoin pour consolider notre dossier. Winston a organisé ces éléments dans une contre-requête formelle. Il a joint les relevés bancaires en surbrillant en rouge vif les dates des achats de luxe et a placé l'attestation de l'enseignante en haut du dossier comme témoignage objectif. Nous avions réussi à déplacer l'attention de leurs vagues prétentions d'attachement émotionnel vers la réalité concrète de leur vol financier et de leur négligence. Chaque document du dossier était une brique supplémentaire dans le mur que nous construisions pour les isoler. L'affaire ne portait plus sur leur désir de voir l'enfant. Il s'agissait de preuves juridiques démontrant qu'ils étaient inaptes à s'en approcher. Au moment où nous avons fini d'organiser les pièces à conviction, je savais que leur tentative d'utiliser le tribunal pour reprendre le contrôle s'était retournée contre eux, me fournissant la plateforme parfaite pour exposer leur vraie nature devant le juge. 6 semaines plus tard, l'audience a débuté devant le tribunal aux affaires familiales. La salle d'audience était solennelle et austère, remplie du bruit étouffé des papiers qu'on manipulait de murmures discrets. Winston se tenait à mes côtés, sa mallette ouverte avec les documents qu'il avait passé des semaines à perfectionner. De l'autre côté de l'allée, mes parents étaient assis aux côtés de leur avocat. Ils conservaient une posture théâtrale, ressemblant à deux personnes âgées injustement rejetées par une fille qui aurait tourné le dos à ses racines. Leur avocat a commencé par dépeindre le tableau de grands-parents dévoués, prétendant que j'étais une mère absente qui utilisait intentionnellement le système judiciaire comme une arme pour isoler son enfant. Winston n'a pas gaspillé son énergie dans un débat verbal. Il s'est levé calmement et s'est approché de la barre du juge. Il a choisi de commencer par les faits bruts et incontestables. Il a soumis le rapport d'enquête officiel d'Anne et de l'équipe des services de protection de l'enfance comme pièce principale. Il a ensuite demandé formellement que le rapport médical que j'avais obtenu le premier jour soit versé au dossier permanent du tribunal, en s'appuyant sur des documents officiels validés par l'État plutôt que sur mon propre témoignage émotionnel. Winston a retiré toute possibilité à la partie adverse de balayer ces accusations comme une simple vengeance personnelle. Le tournant s'est produit lorsque Winston a demandé à utiliser le projecteur de la salle d'audience. J'ai regardé pendant qu'il affichait les images haute résolution que nous avions documentées des semaines plus tôt. L'écran montrait le débarras sombre et sans fenêtre situé dans le garage. Le jury et la juge ont observé pendant qu'ils zoomaient sur le cadenas rouillé monté à l'extérieur de la porte. La preuve visuelle était saisissante. Elle a immédiatement balayé la façade d'un foyer aimant que leur avocat avait tant travaillé à construire. La salle d'audience s'est tue, le poids des images créant une atmosphère de jugement palpable contre le couple assis en face de moi. Winston est ensuite passé aux preuves financières.
Il a présenté l'historique détaillé des transactions que nous avions obtenues de la banque. Il s'est avancé vers la barre des témoins où ma mère était assise, chargé de témoigner de sa dévotion désintéressée envers Vera. Winston lui a tendu les relevés bancaires. Il a commencé un interrogatoire serré, la forçant à justifier les sommes d'argent importantes dépensées dans des boutiques de luxe et des spas aux dates exactes où Vera s'était vue refuser une alimentation de base. La contradiction était flagrante. Winston lui a demandé comment elle pouvait s'offrir des vêtements de grande marque alors que ma fille cherchait de la nourriture dans la cantine. Ses bafouillements pour tenter d'expliquer ses dépenses comme des frais ménagers nécessaires ont été immédiatement démontés par Winston, qui a pointé du doigt les noms des marques spécifiques sur les reçus. L'effet dans la salle a été total. Le masque des grands-parents gâteaux s'est fissuré, puis a volé en éclats. Jeffrey et Francis sont restés immobiles, les yeux fixés sur le sol alors que leur crédibilité s'effondrait. Ils ont été incapables de fournir la moindre explication cohérente sur la raison pour laquelle ils avaient fait passer leur propre confort avant la sécurité physique et les besoins nutritionnels d'une enfant qu'ils prétendaient aimer. Leur avocat les a regardés avec une frustration visible, réalisant que le récit des grands-parents aimants avait été remplacé par la réalité d'une exploitation financière et d'une négligence systémique. Je les ai vus s'effondrer sur leur siège, sachant que le tribunal les voyait désormais exactement pour ce qu'ils étaient. Des personnes animées par une avidité insatiable et sans cœur. Il n'y avait plus de place pour qu'ils se posent en victimes. Les preuves les avaient poussés dans une impasse absolue. En début d'après-midi, la juge a frappé de son marteau et a ramené le calme dans la salle d'audience avant de rendre sa décision. Le silence qui régnait dans la pièce était absolu. La juge a réexaminé les derniers documents une ultime fois avant de poser son regard directement sur la table de la défense. D'un ton ferme et décisif. Elle a rejeté toutes les demandes de droit de visite déposées par mes parents. La décision était immédiate et définitive. Elle a déclaré qu'au vu de la gravité de la négligence documentée et des preuves d'exploitation financière, tout contact entre les grands-parents et l'enfant mineur serait fondamentalement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Suite au rejet du droit de visite, la juge a officiellement délivré une ordonnance de protection permanente. Cette mesure légale interdisait à Jeffrey et Francis de s'approcher à moins d'une distance définie de mon domicile, de mon lieu de travail ou de l'école de Vera. Toute violation de cette ordonnance entraînerait une arrestation immédiate et des poursuites pénales. La juge ne s'est pas arrêtée là. Elle leur a explicitement interdit toute forme de communication électronique, y compris les appels téléphoniques, les courriels ou les messages via des tiers. C'était une rupture totale et légalement contraignante du lien qu'ils avaient essayé d'utiliser contre moi. Les conséquences pratiques ont été immédiates et dévastatrices pour eux, n'ayant plus aucune obligation légale de subvenir à leur train de vie. J'ai fait savoir par l'intermédiaire de Winston que tout soutien financier volontaire était interrompu. Il s'était appuyé sur mes fonds pour maintenir un niveau de confort qu'il n'avait pas mérité. Et cette ressource était désormais tarie. Ils ont quitté le tribunal dans une honte absolue, dépouillés de leur pouvoir, de leurs sources financières et de leur accès à ma fille. Ils ont marché vers le parking en silence, humiliés par l'exposition publique de leur cupidité. Ils étaient désormais livrés à eux-mêmes face à la réalité de leur vie, sans le coussin de mon soutien. En regardant Vera blottie et dormant en toute sécurité dans la voiture, j'ai réalisé une vérité qui m'était venue bien trop tard, mais avec une clarté limpide. La famille ne se définit jamais par le sang que l'on partage. Le sang crée des liens biologiques, mais c'est l'amour, le respect et l'instinct de protection mutuelle qui créent une vraie famille. Choisir d'écarter des proches toxiques de sa vie n'est pas un acte de trahison ou de manque de respect. C'est souvent la décision la plus courageuse que l'on puisse prendre pour protéger sa propre paix. Les êtres vulnérables qui dépendent de nous. Ne laissez jamais le mot « famille » devenir une excuse pour la cruauté ou la cupidité sans limite. Le chemin vers la paix est parfois pavé des décisions les plus difficiles que nous ayons jamais à
surprendre? Protéger Vera de cet environnement toxique a prouvé que j'avais choisi la vérité plutôt que les apparences. Merci infiniment d'être resté avec moi jusqu'à la fin de mon histoire. Que pensez-vous de ma décision d'utiliser des relevés financiers pour priver mes propres parents de leur droit de visite? Auriez-vous été tout aussi décisif si vous aviez découvert que votre enfant avait été maltraité? J'aimerais vraiment connaître votre avis. Alors n'hésitez pas à le partager dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire? N'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de justice, de trahison et de défense de ceux que nous aimons.